J'essaye de vous faire une intro un petit peu démo, un petit peu kidgen pour cet hebdo JV dans lequel, ça c'était les lettres qui arrivaient souvent comme ça, pour cet hebdo JV dans lequel on va parler de démo making. Bienvenue dans l'hebdo JV. Bienvenue donc dans l'hebdo JV dans lequel on va parler de démo making. Aujourd'hui, on a été rejoint par Cyril Lambin que vous connaissez sûrement. Cyril, comment tu te présenterais un petit peu sur la chaîne? Je suis directeur technique de la chaîne. Directeur technique, on ne sait toujours pas exactement ce que ça veut dire. En fait, je fais des choses. Tu fais des choses, c'est vrai. Technique. Voilà. Et on a été rejoint aussi par Douglas Alves. Douglas Alves, j'espère que les gens te connaissent parce que tu as fait plein de choses depuis un certain nombre d'années dans le jeu vidéo. Comment tu te présenterais toi? Aujourd'hui, ton activité principale, c'est professeur d'histoire et de culture du jeu vidéo. D'histoire, culture du jeu vidéo, l'association imo5.com et pas mal de choses à côté. Plein d'autres choses dans la presse, beaucoup. Des Veryard, Knife, par exemple. Et beaucoup, oui, dans la presse aussi, plutôt. Moi, j'ai un ami qui m'avait surnommé une fois combattant historique du jeu vidéo. Donc voilà, on pourrait résumer comme ça. Un petit côté guerrier qui est plutôt sympa. Et donc, vous êtes venu pour qu'on parle de démo, mais avant ça, on va revenir sur l'actu des 2 dernières semaines, comme on le fait à chaque fois. Et c'est Emeric qui va commencer pour changer un petit peu, pour nous parler de futur, effectivement. Carrément. Je vais parler du futur du jeu vidéo. Enfin, plus précisément d'un des futurs du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais pas parler de casque ni de réalité virtuelle, mais plutôt d'un site. Donc ça s'appelle Air Console. C'est Seb qui m'a montré ça cette semaine, donc merci Seb. Et en gros, Sébastien Ruchet, président directeur général de No Life, pour présenter un petit peu. Et là, tu sais ce que c'est, président directeur général. concrètement, on sait. Ouais. Et donc ce site transforme votre navigateur en console de jeu et votre smartphone en tablette, votre smartphone ou tablette en manette. Ouais. Donc en fait c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site en question, donc airconsole.com, à la fois sur son ordinateur ou sur sa télévision si d'aventure elle est dotée d'un navigateur, et sur son appareil doté d'un écran tactile. Donc la version sur ordinateur ou sur télévision donne un code qui suffit simplement de rentrer sur la version mobile du site, et ça permet simplement à partir de là d'avoir accès à un catalogue de jeux qui se joue en fait avec le smart device. Donc ça veut dire ta tablette ou ton smartphone, portable, voilà. Et c'est plusieurs jeux avec des contrôles différents. C'est fait très casual comme type de jeu. Ça te parle particulièrement. Donc je te regardais comme ça, je me tournais vers toi. C'est entièrement gratuit, ça fonctionne très bien, et je trouve que le principe est absolument pas débile. Puisque ce qui est sympa, c'est le côté multi très facile que ça apporte. On peut jouer en multi avec simplement. À peu près tout le monde a au moins un smartphone, une tablette en main, donc ça peut éviter quand on fait des parties à plusieurs. Donc ça peut dépanner. Hein, ça remplacera pas une console, et c'est pas non plus un Mario Kart au niveau du fun que ça peut procurer, mais ça dépanne bien. Et il faut que tu casses du Nintendo partout. Donne-moi un autre jeu multi alors qui marche très bien. Vite. Mario Party. Ouais. Bon, tu vois, Nintendo. Et j'ai une question, les contrôles, c'est quoi? C'est une fausse manette sur le truc ou c'est un vrai ça contrôle dépend tactile? du jeu en fait. Ça dépend du jeu, t'as plusieurs, plusieurs trucs différents. Mais c'est assez drôle. Et le fait que chacun puisse avoir son propre smartphone ou tablette, ça évite ce problème de, tu vois, quand tu vas chez des copains et que tu te retrouves avec la manette de sous-marque avec des boutons qui sont un petit peu nuls. Donc voilà. C'est un petit peu finalement ce que nous avait vendu Nintendo avec la Wii U qu'ils n'ont jamais fait, quoi. Oui, un petit peu, c'est vrai. Après, la question là qui se pose, c'est le catalogue. Bon, le catalogue, c'est le site lui-même qui le propose pour l'instant. Est-ce que les jeux sont intéressants, tout ça? J'y ai joué, j'y ai pas assez joué, j'ai pas passé des heures non plus le peu que j'ai fait. Franchement, c'était rigolo. Puis moi, je ferais bien ça à plusieurs. Beaucoup de jeux disponibles actuellement? Quelques dizaines. Quelques dizaines, ok. C'est un bon début. Le principe est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Pour moi, les plus grosses questions, c'est est-ce que, comme tu le dis, généralement les contrôles tactiles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, et le catalogue, est-ce qu'il va se développer et être bien, tout simplement. Mais intelligent, je trouve. Intelligent, c'est plutôt sympa comme approche, je trouve, effectivement. Est-ce que tu sais si le jeu tourne via un serveur ou tourne en local sur ton smartphone? Alors je crois qu'il tourne avec le navigateur. C'est l'ordinateur qui fait tourner ça, et donc ça fait juste
Parce que le Tu te smartphone, connectes, tu en fait. l'utilises uniquement comme une manette, Ouais, c'est ça. ouais. Tout tourne sur un écran au final. Voilà. Donc, je pense que tu envoies juste des contrôles en fait avec le. Non, mais voilà, c'est juste la question, elle est là pour savoir s'il y a un temps de latence ou pas, parce que si tu joues avec un serveur web, tu peux avoir du... Il y en a un certain. Je le voyais Moi, j'ai jouer. joué hier sur l'écran de mon bureau et donc qui a pas un super ordi, donc je pense que c'est là d'où vient la latence. Si je jouais sur un plus gros, j'ai pas essayé sur un plus gros ordi, mais je pense que. Vu les jeux qui tournent, je pense que c'est peut-être plus du... C'était des graphismes à 10 bouts là. Enfin, c'était gentil. Hein. Honnêtement, le truc, c'est pas. C'était plus une question de... Enfin, techniquement, ça passe par le Wi-Fi qui est pas forcément génial. Non, mais pour, voilà, c'est plus. Voilà, Mais c'est le Wi-Fi, le Wi-Fi de No Life est vraiment tout pour. Il faut qu'on contacte le directeur technique à ce niveau-là parce que l'installation est vraiment tout pourrie. Franchement, j'aurais pas confiance parce qu'on sait pas ce qu'il fait. On sait pas vraiment ce qu'il fait. Effectivement. Bon, on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Effectivement, l'idée est plutôt sympa en tous les cas. On va passer à toi maintenant, Mehdi. Médoc, pardon. Médoc, sergent Tismé, je sais pas comment. comme tu aimes. Tu vas nous parler de Odin Sphere. Odin Sphere. Ouais. Leif Leif Trassir, voilà, parce que j'ai eu la chance il y a quelques jours de jouer à la démo. Du coup, c'est marrant. Ça y est, je l'ai faite. Ouais. Voilà. J'étais très content parce que Odin Sphere, grosse tuerie sortie sur PS2 en 2007. Voilà. Ça ressort très bientôt sur les machines PlayStation. Qu'est-ce qui va changer ? Évidemment, tout en HD. D'abord, ça c'était important. Des modes en plus, un mode boss rush, des nouveaux mid-boss à taper, du New Game Plus avec On parlait à la base juste d'un beat'em all un peu RPG pour ceux qui n'y avaient pas pu y jouer. Ouais, beat'em all, un peu RPG, Vanillaware, Voilà, évidemment, donc une maîtrise de la 2D comme personne. Et avec des belles histoires. Oui, c'est vrai. Le Fields. Donc voilà. Donc je veux dire des ajouts de boss et de mid-boss, c'est quelque chose d'assez conséquent. Bien sûr. De base pour évidemment, un beat'em all comme ça. Évidemment, des nouveaux ennemis, des nouveaux challenges de bâtards, notamment du New Game Plus, voilà, avec beaucoup plus de difficultés. Un système d'inventaire un petit peu repensé parce que c'est vrai qu'il était laborieux. C'était laborieux. Et aussi un système de combat beaucoup plus dynamique. Comme nous l'explique d'ailleurs Chris King, donc un responsable marketing chez Nice America, qui nous parle un petit peu du système de combat et que j'ai pu voir lors de ma session. On va l'écouter tout de suite. It's like the battle system is in a way sort of like Muramasa and Dragon's Crown in the sense that the fluidity of the combos is just much more fun to play. And then another thing is I think gamers these days prefer that kind of fun, like but not kind of button mashing, but just more fun like combo, like making my own chain combos and making my own unique things, my own custom combos, right? So it kind of appeals both ways. So I think in the end, like Dragon's Crown, the combo system was highly praised. So they're just bringing that awesome system back into Odin Sphere, back into the awesome world and story of Odin. Je précise aussi que avec cette version HD, ce remake, tu as également la version classique de base. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu hermétiques au changement ou à ce nouveau système de combo. HD remake, c'est-à-dire que tu as la version classique du jeu, mais qui est en quand même en HD. Évidemment, Voilà, c'est ça. évidemment en HD, mais autrement avec les mêmes mécaniques, les mêmes systèmes de combat, avec tout pareil. Voilà, c'est juste un petit peu plus beau. Voilà, ça sort en juin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, moi je suis super chaud. Ouais. Enfin, j'ai pas joué à la nouvelle version. Mais j'ai joué à Odin Sphere. J'ai joué à Odin Sphere à l'époque. J'avais pas joué à Odin's Dry. Ça aussi, on l'avait déjà fait, mais je la ressors. Voilà, il faut connaître un petit peu l'allemand. Bon. Bien sûr. Voilà. Non, j'avais adoré ce jeu-là. Je suis très impatient de jouer à cette nouvelle version. J'ai envie d'acheter une PS2. Alors, j'ai pas suivi un truc en fait. Non, mais ne serait-ce que tu vois un jeu Vanillaware en HD, moi je suis client. Enfin, je veux dire, leurs jeux sont Je magnifiques. suis impatient de voir ce que ça donne en HD, si c'est juste un upscale x2 vertical horizontal ou s'ils ont refait les graphes. C'est joli en tout cas. Ouais, très joli. C'est joli et vu qu'il y a des nouveaux monstres, t'imagines qu'il y a des dessinateurs qui sont revenus, donc peut-être on en a profité. Bon ben refais-moi Gwendoline et Oswald. Refais-moi tout le monde en fait. Si ça se trouve, ils avaient les assets en HD. Oui, c'est ça. Non, mais possible. il faut savoir que c'est un studio où les créateurs et beaucoup de membres sont là depuis les débuts, donc s'il faut qu'ils reviennent sur un ancien jeu, il n'y a pas de problème, je pense. Bien sûr. Donc c'est sympa, Nice America, c'est bien. Ouais, mais alors ça nous amène à quelque chose, on va en parler rapidement, c'est que cette semaine, il a été annoncé que Nice America, justement, donc, qui édite en l'occurrence Odin Sphere,
ne travaillera plus avec Atlus, donc qui fait Odin, enfin qui Donc ça fait fait Odin partie de leur Sphere, dernière voilà, c'est partie de leur collaboration. dernière collaboration. Et ce qu'on attendait beaucoup de la part de cette collaboration, c'est Persona 5, qui doit être, dont la date de sortie doit être annoncée bientôt, on l'espère. Qu'est-ce que ça implique, ça? Alors, pour Persona 5, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Persona 5, la série Persona, c'est une série qui marche bien maintenant. Je pense qu'il a déjà un autre éditeur tout prêt à l'éditer dès maintenant. Moi, ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète plus, c'est tout ce qui est les plus petits jeux. Récemment, il y avait Stella Glow, tu vois, des jeux dont on n'entend parler nulle part à côté de ça, des jeux très niches. Qui va être là pour les éditer maintenant qu'il n'y a plus Nice? Je trouve que c'est la question que ça pose un petit peu, l'arrêt de ce partenariat. Les raisons invoquées, c'est que maintenant que Atlus est avec Sega, appartient à Sega, c'est plus compliqué pour Nice America, qui est une petite boîte, de bosser avec eux. Parce que Sega, en ce moment. Non, mais Sega, après, je veux dire, Sega édite aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait, ça se trouve, des jeux vont juste se retrouver édités par quelqu'un d'autre, peut-être Sega, peut-être d'autres, on ne sait pas, et que ça ne va peut-être rien changer. Mais en tous les cas, on arrive dans une situation où il va falloir se reposer la question pour ces petits jeux-là. Je parle vraiment des petits jeux les plus niches. Est-ce que d'autres gens que Nice America vont bien vouloir dire « Ok, on sort ça en Europe ». Et puis il y a des problèmes que ça pose, c'est qu'avant, on avait fait une interview des gens de Nice America, Oui. et notamment de son président, Oui. qui nous disait, bon voilà, nous, on est le gros poisson dans la petite mare. C'est vrai que C'était cette formule. Voilà. Le problème, c'est que si ça taffe plus avec Atlus, ça perd les Persona. Et Persona, typiquement, ça faisait partie, mais des gros trucs que Nice America pouvait mettre en avant, voilà, et qui leur permettaient éventuellement derrière de financer des plus petits projets. Respirer entre deux Disgaea. Ouais, de Disgaea, remake, truc, ou deux ateliers, quelque chose, ou deux jeux de ID Factory, ou Gust, et les Hyper Dimension Neptunia, tous ces trucs-là, un petit peu. T'as oublié Mésopotamie. Ah bon Tu chercheras. Voilà, bon, maintenant ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va peut-être j'imagine. finir par être les petits poissons dans la petite mare. Donc c'est plus compliqué à gérer. Bon, on va voir. J'espère que même ces petits jeux-là trouveront éditeurs à leurs pieds. Je sais pas si c'est une expression. Parce que c'est cool d'avoir ces jeux-là quand même en Europe aussi. Il y a une époque où on n'avait pas tout ça et ça fait plaisir maintenant. Même des Stella Glow dont on peut se foutre un petit peu si on veut et d'autres trucs comme ça. C'est cool de les avoir. Les Etrian Odyssey, tout ça c'est Atlus et c'est important qu'on les ait en Europe, je pense. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. Moi, je vais parler d'autre chose, mais qui rejoint un petit peu ça. Je vais parler d'Ayam Setsuna. Ayam Setsuna, auquel j'ai pu jouer aussi cette semaine, pareil, à la démo. On peut y aller, hein. Ouais, bah là on fait un petit peu le show et puis après on parlera des trucs chiants, hein, vous inquiétez pas. Ayam Setsuna, c'est ce jeu qui s'appelle Ikenye to Yuki no Setsuna en VO. On en a parlé un petit peu à l'occasion du dernier E3. C'est un RPG qui est développé par le Tokyo RPG Factory. Tokyo RPG Factory, c'est une section sortie par Square Enix, qui est là, vraiment, c'est l'objectif affiché pour faire des RPG comme avant. Nous, on va faire des RPG comme avant, on revient au RPG un peu de l'époque Super NES, tout ça. C'est notre truc. D'ailleurs, dans le trailer dont on voit les images là, de Ayam Setsuna, la voix off, elle vient pas du jeu, c'est quelqu'un qui te dit « Ah, vous vous souvenez quand même, les RPG avant, c'était bien et tout. Bon, on va refaire ça maintenant. » Donc c'est vraiment l'objectif affiché. Et là, en l'occurrence, Ayam Setsuna, qui est sorti le 18 février au Japon et qui va sortir cet été en Europe et aux États-Unis, son influence la plus grande affichée, c'est Chrono Trigger. Donc moi, tu me dis ça tout de suite. Tout de suite, je suis sur le coup, j'y vais. Et effectivement, c'est vraiment le cas. Là, en gros, l'histoire, c'est qu'on contrôle Setsuna, qui est une sorte de prêtresse, comme on en voit beaucoup dans le RPG, et qui visiblement doit être sacrifiée pour régler des problèmes. Bon, c'était une démo, hein, tu vois, moi je sais pas. Là, rien d'anormal. Ça règle des problèmes en la sacrifiant. Et donc tu la contrôles, elle et ses gardiens, voilà, en pèlerinage, en gros, vers le sacrifice. Il y a une ambiance très mélancolique. C'est l'hiver un peu éternel, on dirait, dans le jeu. Enfin, il y a de la neige qui tombe partout, les musiques sont au piano et toujours très mélancoliques. Ça m'a fait penser un petit peu, même si je ne l'ai pas fait,
à ton jeu là. Comment il s'appelle ton jeu? C'est ton jeu. Lequel quoi? C'est ton jeu Child of Light. Voilà. Ah, Child of Light. Bah, il était très bien, Oui, Child of Light. oui, mais ce genre d'ambiance, tu vois, mélancolique D'accord, un ok, petit je peu. vois. Mais sinon, à côté de ça, voilà, donc t'as affaire à un RPG. On n'a pas vu d'image de gameplay dans le trailer malheureusement, mais c'est en 3D, mais alors c'est vu vraiment comme Chrono Trigger à l'époque. Quand tu te balades dans les donjons et tout ça, tu vois les ennemis, et dès que tu les touches, ils se placent et le combat se lance sans transition, vraiment comme Chrono Trigger. Pendant les combats, tu peux faire des attaques en duo, des attaques en trio, alors qu'ils sont régis par un système d'ATB. Tout ça, c'est exactement comme Chrono Trigger. Et pour moi, il y a deux écoles dans le JRPG actuel, dans le JRPG moderne, face aux problèmes que peuvent constituer les combats aléatoires, tu vois, qui font chier tout le monde au bout d'un moment, hein, parce que tu finis toujours par faire attaquer. Tu as ceux qui te proposent plein de solutions pour les zapper, pour te dire bah vas-y mode auto, mode truc, que t'as pas à t'en occuper. Et ceux qui disent bah non, on va t'impliquer tout le temps. Je veux dire, chaque combat va être important. Et j'ai l'impression que Setsuna, c'est un peu la deuxième école. C'est-à-dire que tu as plein de microsystèmes qui te proposent qui te demandent d'être vigilant pendant le combat. Le plus important, c'est peut-être le système de momentum qui fait qu'avec des points que tu gagnes en faisant n'importe quelle action en combat, tu vois, ne serait-ce qu'en attendant parfois, parce que c'est un ATB dynamique, donc si tu attends, les ennemis peuvent t'attaquer quand même. En attendant, tu recharges un peu cette jauge, elle te donne des points que tu peux claquer en appuyant au bon moment quand tu déclenches tes skills pour leur donner des effets différents. Donc tu vois, tu dois toujours faire gaffe un petit peu au timing, tout ça, au placement aussi de tes ennemis, de tes persos et des ennemis. Vu que quand tu fais une attaque, le perso peut se retrouver de l'autre côté, ça influe après sur ce que tu peux faire ou pas. Voilà, c'est plus le côté impliquant que je trouve très cool. Et avec plein d'autres microsystèmes, tu as un truc qui s'appelle les Spritnit, je sais pas comment ça se prononce, Spritnit, qui en gros te donne des skills que tu peux modifier en portant des talismans que tu peux modifier en faisant d'autres choses. Enfin, il y a plein de systèmes sur des systèmes avec tes armes que tu peux renforcer avec du mithril, de l'acide damas et tout ça. Okay, c'est ce genre de truc qui me plaît beaucoup. Tu me l'as vendu. Avec un glossaire immense. Tu vois, tu peux te balader, tu as toutes les stats sur tous les ennemis, tous les objets, tous les personnages. J'y ai joué 1 heure, j'étais à fond dedans. Je m'attendais vraiment à être un peu déçu, à me dire d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est bien foutu, que c'est vraiment bien foutu. Maintenant, c'est très classique. Donc, on va avoir une quête classique avec des sous-quêtes classiques, avec plein de choses qui n'inventent rien. C'est juste, j'ai l'impression, une bonne remise à niveau, entre guillemets, une bonne réactualisation de vieux systèmes et de choses qu'on connaît déjà. Est-ce que tu penses qu'il y aura un boss final qui n'était pas vraiment le vrai méchant du jeu et tout ça? C'est très possible. C'est très possible qu'il y ait ça, effectivement. Et j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il y ait une île volante dans ce jeu-là. Parce que c'est... Des voyages dans le temps. Des voyages dans le temps, ça a l'air d'être là que si tu la limites de l'inspiration par Chrono Trigger. Voilà, j'attends beaucoup I Am Setsuna. Ça sortira donc le 19 juillet aux États-Unis. Et en Europe, sur PS4 et Windows, via Steam, uniquement, et ce qui est dommage, je trouve, parce que c'était sorti sur Vita au Japon et que c'est un jeu parfait pour la Vita. Pour une console portable de manière générale. Portable de manière générale, mais bon, ouais. Pauvre Vita. Elle a tellement à offrir et on lui donnerait, moi je suis. Ok, on va s'arrêter tout de suite sur les I Am quelque chose et on va passer tout de suite à une critique. C'est toi qui l'as fait, Médoc. C'est la critique de Battlefleet Gothic Armada. Voilà, tout à fait. On regarde ça tout de suite. Parce qu'il ne faut pas gâcher, l'éditeur français Focus poursuit sa politique d'exploitation de franchises estampillées Games Workshop en confiant à des petits studios français le développement d'un certain nombre de titres. La série Blood Bowl, le récent Mordheim ou encore le futur Space Hulk Deathwing sont autant d'exemples de collaboration entre l'éditeur et ses petites structures françaises. Issu de l'univers Warhammer 40 000, c'est au tour de Battlefleet Gothic Armada de tenter de rayonner. Là encore, le développement de ce RTS un peu particulier a été confié à une équipe française, Tindalos Interactive. Heureusement pour tout le monde, l'équipe est loin d'être touriste dans le domaine du RTS et des affrontements spatiaux, puisqu'on lui doit entre autres Stellar Impact ou plus récemment Ethereum. Des jeux pas spécialement dingues, mais qui, on imagine, ont permis aux développeurs d'accumuler pas mal d'expérience. Start the rituals. Beaucoup de rôlistes le savent déjà, mais l'univers Warhammer permet un paquet de choses sympas. Du médiéval fantastique bien entendu, mais aussi du futuriste lorsqu'on lui ajoute un 40 000 derrière. C'est ici qu'on se situe avec Battlefleet.
au 41e millénaire, alors que l'humanité a perdu un peu de sa superbe au niveau intergalactique et qu'Abaddon le Fléau s'apprête à asservir la galaxie à la tête de sa flotte du chaos. Dans le mode campagne, vous jouerez le rôle d'un amiral chargé par l'Imperium de gérer la menace Abaddon, ainsi que tous les éventuels problèmes qui pourraient intervenir dans le secteur gothique. Cela peut impliquer les orques ou les Eldar, les deux autres factions du jeu, en plus des humains et des forces d'Abaddon. Chaque faction possède évidemment ses forces et ses faiblesses, et s'il n'est possible d'incarner que l'Empire dans le mode campagne, les modes escarmouche et même multijoueurs permettent heureusement de goûter à tout. En situation de combat, le premier contact avec Battlefleet peut être déstabilisant, compte tenu du nombre conséquent d'icônes présentes à l'écran. Heureusement, les premières missions, qui font office de tuto, posent les bases de manière assez claire. Les combats se déroulent en temps réel sur un plan 2D, avec la possibilité de ralentir l'action, histoire de prendre les bonnes décisions. Si, à l'instar d'un RTS de base, on peut déplacer des unités et en attaquer d'autres d'un simple clic, la victoire repose en grande partie sur ces ordres spéciaux que l'on peut donner. Ces derniers, en rapport avec les différents équipements du vaisseau, sont basés sur un principe de cooldown et touchent aussi bien aux tactiques de défense que d'attaque. On peut par exemple demander à un de ces croiseurs de se concentrer l'espace de quelques secondes sur une seule cible, augmentant ainsi les dégâts et les chances de coups critiques, ou de se préparer à un choc vénère, boostant pendant quelques secondes la défense. On peut également lui commander de balancer des torpilles, de placer des bombes, d'activer des boucliers spéciaux, d'opérer une attaque éclair ou même d'envoyer des Space Marines foutre le feu chez l'ennemi. Les placements et les déplacements sont eux aussi cruciaux, et Battlefleet met à la disposition du joueur un certain nombre de manœuvres prévues à cet effet. Il est ainsi possible de mettre les gaz pendant quelques secondes afin de prendre de la vitesse. On peut aussi effectuer avec certaines races des virages d'urgence plus ou moins serrés pour esquiver les bombes, les torpilles et les navires qui tentent de nous éperonner. Ces actions, en revanche, puiseront dans cette jauge sur laquelle il faut garder un œil. Une fois les ordres et les déplacements d'urgence assimilés, on se mettra à configurer nos vaisseaux pour leur indiquer la portée à laquelle on veut qu'ils se tiennent, ou encore le type de posture qu'on veut qu'ils adoptent par exemple, le tout dépendamment des équipements installés. Avec les différents types d'unités, genre croiseurs, frégates et autres cuirassés, l'environnement, comme des nuages de gaz qui dissimulent ou des champs d'astéroïdes qui endommagent, et les quelques ordres à sa disposition, cela fait pas mal d'éléments à prendre en compte pour établir sa tactique, mais c'est aussi de là qu'on tire le plaisir. On ajoute à cela tout un système d'upgrade et de customisation de son vaisseau, mais aussi de son équipage. En combattant, on obtient des points de renommée, que l'on dépense pour débloquer des skills passifs ou actifs, des améliorations diverses, ou bien tout simplement une nouvelle place au sein de son armada. En mode campagne, si malgré tout on perd des affrontements, ça ne signifie pas pour autant le game over. Le jeu prendra votre défaite en compte et vous fera perdre de l'influence sous des planètes qui étaient sous le contrôle de l'Empire. Dans le jeu, cela se traduit par des combats plus durs ou des objectifs plus difficiles à remplir. Initiate emergency repairs. Battlefleet Gothic Armada se débrouille très bien lorsqu'il s'agit de procurer des feelings d'amiral à la tête de sa flotte de l'espace, et c'est presque l'essentiel. Resuming normal functions. Cependant, le jeu fait preuve d'une opacité assez hallucinante concernant pas mal de points dans le système de combat. Il aurait été par exemple plus que judicieux d'afficher les dégâts avec de vrais chiffres lorsqu'ils sont infligés, ou au minimum les mettre dans la description des armes. On est par exemple bien incapable de déterminer le plus efficace entre des torpilles, des petits bombardiers, un assaut de Space Marines ou des tourelles de combat. Et pour un jeu qui mise beaucoup sur l'aspect tactique, c'est super dommage. On regrette également certaines missions aux objectifs pas spécialement enthousiasmants et parfois même rageants, comme tout ce qui tourne autour de l'escorte ou bien la récupération de données. On vous invite donc à être prudent si d'aventure vous envisagez ce Battlefleet, même s'il n'est pas du tout impossible d'y prendre du plaisir. We return to the warp. Donc voilà, Battlefleet Gothic Armada, plutôt sympa, j'ai l'impression. Ouais, il est sympa, mais encore une fois, une certaine opacité sur plein d'aspects qui refroidissent du coup un petit peu. Mais bon, tu peux prendre du plaisir, vraiment. Ok, très bien. On va parler maintenant donc de démos. Voilà, on va passer au côté un petit peu plus chiant de cette émission. Non, pas du tout. Au côté plus cryptique en tous les cas. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de démos. Ésotérique, c'est le mot. Parce que j'ai l'impression que la démo, c'est quelque chose qui peut ne pas être tout à fait compris, en tout cas par moi pendant longtemps. Je ne comprenais pas exactement ce que ça impliquait, tout ça. Donc je tenais à en parler un petit peu ici. On va commencer très simplement. Si on devait définir une démo,
qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, tu Mehdi le disait en blague tout à l'heure, mais oui, j'ai joué à une démo de Crash Bandicoot à l'époque sur PlayStation. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on parle du même genre de démo? Alors, ou la pas démo au sens démoscène, parce que maintenant c'est le terme qui revient, c'est démoscène, c'est un exécutable tout d'abord, donc un programme que tu lances, et qui va te générer des animations et de la musique en temps réel. Voilà, donc c'est une espèce d'expérience, un peu comme une cinématique de jeu vidéo faite avec le moteur du jeu. Ou comme un clip. Ou comme un clip, Comme un clip, mais ouais. souvent très rythmé, avec des effets qui apparaissent. Voilà, c'est un trip un peu artistique ou technique. Il y a les deux, hein. C'est les deux composantes. Il faut qu'à la fois ça soit artistique et technique. En tout cas, de nos jours, au départ, c'était beaucoup plus technique parce que les gens qui étaient dans ce milieu-là comprenaient tous la technique et quelles étaient les barrières à briser. Alors qu'aujourd'hui, on essaye quand même de faire que la démo soit quand même jolie au-delà de l'aspect technique. Sachant que les barrières techniques, elles sont souvent brisées par les jeux et pas par les démos maintenant à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, d'accord. Ça, on reviendra dessus un peu plus tard sur la démo aujourd'hui. Mais là, tu parles des origines. Ça remonte à quand la démo entre guillemets? On en discutait. En fait, c'est moi la première démo que j'ai recensée sur un site qui s'appelle Poète, qui recense beaucoup de choses. C'est 78 sur Apple II. Donc c'est un gars qui avait fait une petite animation avec une petite musique et tout. À partir du moment où tu as un programmeur qui se dit tiens, je vais faire une petite animation avec une musique et un truc, on peut dire que c'est une démo. Voilà. Mais en fait, on considère, il y en a qui considèrent que ça fait partie de la démocène, d'autres non. C'est ça la grosse discussion, parce que si on parle de démo et qu'on compte tous les programmes qui sont des animations en temps réel avec du visuel et de la musique, on peut aller même plus loin. On peut aller sur le premier ordinateur graphique pour faire de la CAO. On va sur le Sketchpad et il y a des petites démos en 3D qui tournent, qui sont là pour montrer la puissance de la machine. C'est un sorte de benchmark. Et si on remonte encore plus loin, si on remonte en 62 avec la réalisation du premier jeu sur mini-ordinateur PDP-1 Space War, le constructeur du PDP-1 reprend le jeu de Steve Russell pour l'inclure en bundle dans l'ordinateur, alors que l'ordinateur, c'est pas un ordinateur de jeu, c'est un ordinateur pour les universités. Mais ils le mettent en tant que démo technique pour montrer la puissance de la machine. À la base, c'est juste, tu programmes et tu dis. Le premier truc qui est intéressant quand tu fais de la programmation et que tu as ce genre de machine, c'est d'essayer de faire bouger des choses à l'écran, de faire de la musique. Voilà, quand il y a eu, c'était l'Altair qui est sorti, qui est un ordinateur où il n'y avait pas de clavier, il n'y avait rien, quoi. Il n'y a pas de carte son, il y avait un mec qui avait réussi à faire de la musique avec des interférences et mettant une radio à côté. D'accord. Tu vois. Et on peut considérer que c'est de la démo, mais c'est plus du domaine du hack, en fait. D'accord, mais alors là, il y a un truc qui est revenu plusieurs fois, c'est parler de temps réel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu avais une émission qui s'appelait Temps réel, pendant laquelle tu présentais des démos. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? C'est que on ne peut pas parler de démo, enfin c'est une question que je pose. Est-ce qu'on peut parler de démo en fait pour un exécutable qui se contente de lancer une vidéo? Non. Là, dans ce cas, c'est pas une démo. Il faut que ce soit VLC, ça s'appelle. C'est ça. Oui, non, mais... ouais. Enfin, je veux dire, si ton exécutable, en gros, il n'y a qu'une ligne de commande qui dit va me chercher cette vidéo que je t'ai mise à côté et lance-la. Ouais. C'est pas de la démo. Non. Il faut que la démo soit en temps réel. Ça implique quoi le temps réel avec des mots simples pour des gens qui ne connaissent rien du tout à la programmation? C'est comme un jeu en fait au final. C'est de la génération vraiment en temps réel d'un univers, alors qu'il peut être en 2D ou en 3D. Sauf qu'un jeu, tu as une interaction avec un joueur. C'est fait pour être interactif un jeu, alors qu'une démo, pas forcément. Pas du tout. Mais ça peut l'être aussi? Ça peut l'être. Alors il y a quelques démos qui justement pour prouver que c'était vraiment du temps réel, ont un mode caché, comme les Easter eggs dans les jeux. C'est-à-dire vous avez un truc à taper sur le clavier ou une manipulation à faire. Et après, on peut prendre le pad ou le clavier et bouger la démo en temps réel pour montrer que c'était du temps réel. Sur les anciennes machines, un truc qui était très difficile à faire, c'est la 3D par exemple, parce que ça demandait beaucoup de calcul. Et en fait, il y en avait certains qui faisaient du pré-calcul, c'est-à-dire qu'en fait, ils calculaient tous les points de l'objet. Donc en fait, tu avais une animation d'un objet qui était rendu, mais le calcul 3D était fait en amont, était enregistré sur la disquette. D'accord. Et du coup, c'était du précalculé. Il y avait des démos justement qui permettaient de bouger les objets pour montrer, non, regardez, c'est pas précalculé, vous pouvez bouger les objets vous aussi si vous voulez. Voilà. D'accord. Il me semble que les débuts de la démocratisation, en tout cas de la démo, sont un peu liés au hack. Complètement. Au crack, surtout. Au crack, oui, pardon, mais au crack. Et non, c'est pas la drogue. Voilà. Peut-être un petit peu. En vieux français, on dirait déplombage. Déplombage, c'était le fait d'enlever la protection d'un logiciel. Donc là, on parle de quelle époque à peu près? Début des années 80. Ouais, 79 et après surtout 80, 81. En fait, les premiers, donc c'était sur Apple II, donc premier ordinateur grand public. Ordinateur grand public. Le premier ordinateur personnel même, on peut dire. Et en fait, il y avait beaucoup de jeux dessus et
les mecs qui craquaient le jeu mettaient leur nom au début, genre craquer le bail, machin. Mais c'était juste un texte. Ouais. Et en fait, c'est considéré comme les premières intros de D'accord. C'est un pirates, peu, les en fait, crack ça trop, ouais. commence comme une signature en fait à la base. Ouais, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les crack-tro, donc les cracking intro. C'est vraiment en fait une marque pour montrer que telle personne a eu un certain degré de technique pour enlever la protection du logiciel et qui release. Donc comme ça, tu as la marque, tu sais que c'est un logiciel que tu peux copier sans problème. Et l'explosion donc, de ces trucs-là, c'était sur Commodore 64, où il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de capacités graphiques et sonores et beaucoup de crack-tro. Donc comme je disais, tu avais le gars qui a mis d'abord une image, puis après le mec qui a mis une image avec un truc qui bouge, un mec qui a dit bah, je vais mettre un texte qui bouge aussi, je vais mettre un texte plus gros, je vais mettre un machin. Puis voilà, c'est devenu de plus en plus grand. Et là, il y a ensuite, oui, parce qu'il y a une escalade, parce qu'il y a une compétition technique entre les groupes, parce qu'au-delà d'avoir craqué la protection, c'est à celui qui va faire la plus belle intro. Ouais. Puis après, ça va être au groupe qui a fait le trainer le plus complet. Alors, si vous savez ce que c'est un trainer, parce que c'est un mot du monde du jeu vidéo qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Et à l'époque, les trainers, c'était comme ils déprotégeaient les jeux. Les premières protections sont très simples. Et puis après, il y a les protections qui vont arriver au niveau 8, au niveau 9. Et donc, le cracker qui n'était pas forcément un très bon joueur, il mettait en fait un sélectionneur de niveau pour pouvoir aller partout dans le jeu et tester sa version. D'accord. Alors, moi, c'est principalement à travers ça, les cracks de. Ah bon? Moi je ne piratais jamais donc je ouais, mais moi j'ai eu un Amiga donc j'étais forcé quoi. Et donc c'est la piraterie. Et donc sur Amiga, effectivement, on avait beaucoup, mais c'était beaucoup des groupes sur Commodore 64 qui étaient passés sur Amiga quand la Évidemment. machine est sortie. Évidemment. L'Amiga qui était une tuerie au niveau graphique et sonore pour l'époque. Hein. On est d'accord. En tout cas, au-dessus de l'Atari. Le constructeur. Non, mais- objectivement, oui. Il garde des machines. Donc. Mais le truc, c'est que le constructeur Amiga, c'était Amiga, le constructeur à la base, avait fait une démo avec une boule rouge et blanche qui tournait et qui rebondissait. Et ça a été tellement. C'est-à-dire qu'a priori, quand ils l'ont montré dans un salon professionnel, les gens ont dit ok, c'est bien, mais elle est où la vraie machine qui fait ça? C'est pour te montrer le niveau pour l'époque. Et en fait, les gars qui avaient fait des crack trop, au bout d'un moment, ils avaient plus de place en fait. Il y avait le jeu qui était embêtant parce qu'il prenait de la place sur la disquette. Bien sûr. Et du coup, ils se sont dit, on aimerait bien faire. On a plusieurs. Parfois, ils faisaient même des crack trop en avance pour les jeux. Oui, bien sûr. Et du coup, ils ont commencé à les compiler, les mettre les unes à la suite des autres. Et c'est ce qu'a donné ce qu'on appelait les méga démos sur Amiga. En fait, Là c'est un exemple de C'est un démo exemple de de méga démo qui date de qui date de 87. 2010, hein, 87, en visiblement. 1987. les méga démos, ça a eu quand même il y en a eu beaucoup plus, j'ai l'impression, sur Atari ST que sur d'autres machines. Oui, parce qu'en fait, alors déjà, petite anecdote, j'ai appris il y a quelques années que le terme méga démo est arrivé jusqu'au Japon. Puisqu'en fait, à Akiba, il y avait des Amiga qui passaient des méga démos, dont la méga démo de Red Sector, voilà, qui est celle-ci là. Et en fait, le terme démo en japonais se traduit par méga démo du coup. C'est un magasin qui, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelait Messesano, qui avait une grande vitrine Amiga, ce qui était étonnant. Les gens ils venaient de partout du Japon pour venir prendre du matos Amiga là-bas. Et il y avait régulièrement un Amiga qui montrait un jeu et un Amiga qui montrait une démo. D'accord. Ok. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y avait à l'époque une réelle compétition du coup entre les teams et la question peut-être est un peu bête, mais est-ce que il y a déjà des gens qui ont genre pas craqué des démos mais mis leur crack trop sur une autre démo? Non, c'est pas arrivé. Par contre, le truc, c'est que c'était plutôt sur Atari. Les démos étaient protégées. Parce qu'en fait, il y avait tellement de recherches techniques intenses pour faire des choses, pour arriver au-delà des limites de la machine, que Mais là, quand on ils parle arrivent... déjà de démos qui se sont émancipés entre guillemets de la qualité du jeu. En fait, les gars, en fait, ils avaient réussi à trouver un truc que personne ne savait faire. Vraiment. Et donc, du coup, comme c'était des mecs qui craquaient les jeux, ils étaient aussi très bien capables de faire une protection. Et donc, du coup, les protections de démo étaient meilleures que les protections de jeu, quoi. Mais il y a des potes qui essayaient de les craquer ces protections. Si, mais ils n'y arrivaient pas. À tel point que quand il y a les émulateurs qui sont sortis là, dans les années 90-2000, on ne pouvait pas faire tourner les démos à cause des protections de démos. Et du coup, il y a les mecs qui ont dit ok, on va déprotéger nos démos pour les faire tourner sur des émulateurs, on est sympa et tout, mais voilà, c'était à ce point-là. Ouais. D'accord. Et, donc, là, justement, on parle de la démo qui s'émancipe un petit peu du crack.
c'est vrai qu'on dirait vraiment qu'on parle de qui fait sa cure de désintox, donc ouais voilà, du monde du crack. Et c'est peut-être, est-ce que c'est à partir de là, donc on parle de teams de démo qui finissent par avoir des vraies fonctions pour la démo elle-même. Alors, Donc déjà, ça vient de l'époque où on déprotégeait, parce que au début, il y a une seule personne qui déprotège, qui essaie de récupérer le jeu. Hein, ça se trouve, des fois, il va l'acheter, ou il l'emprunte. Sur le net, Ouais. à l'époque. Non, déjà. le net, il n'y avait pas Internet à l'époque. Et au début, c'est très très lent. Ouais. Et ça va s'accélérer progressivement. Et après, pour faire des belles crack throws, on commence à avoir une organisation comme l'aurait un studio de dev indé aujourd'hui ou un groupe de démo. C'est-à-dire qu'il va falloir le graphiste, qui va s'y connaître plus donc dans les graphismes, un musicien, quelqu'un aussi pour récupérer le jeu. Et le monde de la démo, en fait, les premiers groupes de démo vont garder la même structure. Avec ça a évolué avec le temps. Aujourd'hui, on a même des metteurs en scène de démo. Hein, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans le scripting de la démo au niveau. Et d'ailleurs, là, tu parlais de musique très très rapidement parce qu'on l'a pas abordé avant. La musique fait partie des éléments qui doivent être en temps réel dans la démo, plus nécessairement. Ça n'a pas été. D'ailleurs, ça n'a jamais été vraiment le cas. Il y a beaucoup de démos. La majorité des démos de l'époque 16 bits, c'est du temps réel parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais maintenant, vu que la démo n'a pas forcément de limitation de place. Souvent, tu as un MP3 ou un OG à côté avec la musique. Et les musiciens qui faisaient des musiques à l'époque sur Amiga, qui font des musiques de démo encore, le disent. Hein, ils disent ouais, maintenant je suis devenu musicien, j'ai un studio. Je ne vais pas retourner sur les vieux systèmes de musique avec 4 voix ou des instruments où le piano on n'entend pas bien et tout. Moi, je fais de la guitare électrique, j'ai envie que ça pète bien. On a un exemple proche de nous de musiciens emblématiques de la démo. Qu'on salue. Et qu'on salue, évidemment. Il y a El Mobo qui fait beaucoup de génériques pour nos lives, Moby qui s'appelait Moby à l'époque et qui a été un des, si ce n'est le plus grand musicien de la scène Amiga, mais en tout cas. Il fait le générique de cette émission. Voilà. Et qui a dû donc changer de pseudo quand quand le deuxième Moby. L'autre. Il a fait des musiques à l'époque qui m'ont vraiment surpris en fait la scène Amiga parce qu'on était au début on a très peu de samples pour faire des musiques. Pour la raison, elle est simple, c'est que tout le monde n'a pas un appareil qui permet de digitaliser des sons, donc on essaye de les prendre à droite à gauche. Des fois on va dans des studios de sons, on va sur d'autres machines même leur prendre les sons. Et il y a des gens sur Amiga qui piquent leurs sons sur Atari par exemple. Avec c'est très rare, mais non. Il y a beaucoup d'Atari dans les studios de son. Et lui, il a fait vraiment. Il est sorti de la mode qui était très électro, très synthétique. Au niveau des sons et avec beaucoup plus de guitare, de l'acoustique dans une musique voler tous ces échantillons. Tout le monde lui volait ces échantillons. Quand on a écouté, c'était le jeu parce qu'en fait les formats étaient ouverts si tu veux, et donc du coup avec une carte, tu avais des cartes qui permettaient d'aller voir en mémoire, tu récupérais le morceau, tu pouvais le mettre dans ton éditeur et puis refaire un autre morceau avec. Et c'est comme ça qu'il y avait une émulation en fait entre les. Ça m'amène à autre chose, c'est que dans la démocine, on peut donc aujourd'hui quand on dit démocine, c'est l'ensemble des gens qui produisent de la démo, qui en consomment, qui en regardent, enfin qui tournent autour de la démo. C'est un peu de tout. Est-ce qu'on peut parler d'un genre de mouvement ou pas nécessairement? On dirait que c'est une communauté. C'est une communauté. C'est une communauté certainement très underground, puisque voilà, c'est pas pour rien qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est des gens qui se comprennent entre eux, qui ont leur culture. Voilà, qui ont une volonté créative de faire quelque chose avec l'ordinateur aussi. Est-ce qu'on peut associer des valeurs à cette communauté ou pas nécessairement? La seule valeur que je vois, moi, c'est la bière et la Wurst. Donc, parce que la bière, ça en fait deux. Ouais, c'est vrai, ça en fait deux déjà. La bière plus importante que la Wurst. Le café. Et puis la gratuité, c'est-à-dire que la gratuité de la démo. Ouais, c'est pas forcément open source, c'est complètement séparé. En fait, il y avait un séminaire d'ailleurs sur la démo. Il y avait un gars qui disait en fait les démos sont pas open source, non pas qu'on n'ait pas envie de le faire, et c'est juste qu'on a honte de notre code parce qu'en fait souvent c'est codé avec les pieds très rapidement et du coup. Il y a surtout des astuces qui font que ça, c'est pas du code académique. Non, c'est pas réutilisable. Voilà. Mais c'est pas bon à prendre justement, ça peut pas inspirer d'autres. Tout peut être source d'inspiration. Il y a aucun problème. Il y en a qui ont mis leur code en open source très vite, hein, même sur Atari, Amiga, c'était le cas. Hein. Ouais, donc juste en open source, on va définir en admettant qu'il y a des gens qui ne connaissent rien. On voit le programme, on peut le modifier. Voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est concomitant à la démocène, hein. Il y a le monde des jeux amateurs, par exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de la démocène
qui font des conversions de jeux Amiga ou X68000 sur Atari STE. Parce que l'Atari STE, c'était une version plus puissante de l'Atari ST et qui avait des possibilités proches de l'Amiga. Voilà, ça c'est devenu un benchmark aujourd'hui de faire un Wolfenstein 3D sur n'importe quelle machine. Et ces gens-là, en fait, ils recodent des jeux pour qu'ils soient meilleurs qu'à l'époque et de plus en plus, ils mettent leurs sources en fait disponibles pour que tout le monde puisse venir l'optimiser dedans. D'accord. Là, dans ce que tu vois, dans ce dont on parle depuis le début, en réalité, mais on voit bien qu'il y a deux choses dans la démo, c'est qu'il y a d'un côté là, c'est un peu ce dont tu parles, la prouesse technique entre guillemets, en tout cas le côté technique de on a réussi à faire ça sur telle machine, mais il y a aussi le côté artistique. Du rendu. C'est super intéressant parce que ça c'est un gros sujet. C'est que on voit que les gens qui sont dans la démoscène, ils sont très entre eux. C'est-à-dire il y a des codes, il y a même, je dirais, des traditions. Il y a des manières de faire des choses qui sont des traditions et quand on fait en fait un clin d'œil à une vieille tradition, on est même applaudi, on est récompensé par la scène. Et quand tu parles de tradition, tradition, par exemple, on va mettre un petit scrolling qui bouge comme tu as fait dans l'intro de l'émission. Il y a des choses, il y a le cube, il y a le tunnel. En fait, il y a des choses qui dans le démo sont représentatives de la scène démo. Il y a aussi une tradition dont j'avais jamais parlé, c'est les greetings, c'est-à-dire les remerciements. Donc tu salues en fait les autres groupes. Et en fait, au début, c'était juste des textes. Et en fait, maintenant, ça peut faire partie carrément du décor en 3D ou des choses comme ça. Alors l'artistique est venu parce que le nombre de graphistes a augmenté dans la démoscène. Et au début, c'est plus des programmeurs, globalement, au niveau pourcentage. Les couleurs étaient pourries, voilà. Ce qu'on appelle les couleurs de codeurs. Ouais, exactement. Ils faisaient la palette comme ça. Et aujourd'hui, donc, les graphistes, ils ont une activité artistique à côté, tout ça, et ils essayent en fait de montrer ce que c'est la démo, par exemple, à des artistes contemporains et tout ça. Mais la scène démo en elle-même, au départ, veut être cachée. Elle ne veut pas montrer ce qui est fait. Elle veut seulement le montrer à des gens qui sont capables de le comprendre d'après eux. Okay. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des ponts en fait à faire entre le monde de la démo et l'art plus ça, on en parlera standard. Un peu plus en détail juste après. Mais donc il y a aussi ce côté technique évidemment. Est-ce que dans la démocine, t'as les gens, en tout cas dans ceux qui regardent de la démo, qui en consomment entre guillemets, est-ce que tu as les gens qui sont plus là pour le côté artistique? Est-ce qu'il y a deux écoles quoi? Moi je suis là pour le rendu au final parce que j'aime bien les jolies images que ça produit, et d'autres qui sont plus là pour dire non, moi c'est la technique qui m'intéresse. Ou est-ce que finalement forcément la démo tu t'intéresses aux deux quoi? Non, nécessairement. Il y a de tout. Il y a des programmeurs qui vont coder 80% de leur démo et qui vont dire ah finalement j'aurais bien besoin d'un graphiste. Voilà. Et il y en a d'autres qui partent dès le départ avec cette volonté artistique que ça soit beau. Et d'ailleurs il y a même eu des démos assez récentes qui rendent hommage à des artistes connus du siècle dernier. Et c'est intéressant parce que ça commence à... Tu as peut-être un exemple, Cyril? C'est celle-ci, ouais. C'est Beta de style. Qui en fait reprend les tableaux de Vasarely, Victor Vasarely, et qui les met en mouvement. Et c'est vraiment, moi en plus c'est un artiste que j'adore, donc j'étais là, c'est trop bien. Ah oui, moi j'ai adoré cette démo aussi. J'aimerais tellement avoir un Vasarely chez moi. Si quelqu'un en a un à donner. Voilà, et effectivement, mais Style est un collectif, ils se définissent pas comme un groupe de démo, plus comme un collectif artistique. D'accord. Voilà, mais au final, c'est un groupe de démo aussi. Hein. Oui. Donc, il y a un truc dans la démo qui me rappelle le principe des fractales en maths, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui à la base est purement technique, enfin mathématique en l'occurrence pour les fractales, et je suppose souvent dans la démo aussi, on revient souvent en maths, pour en faire quelque chose d'artistique. Les fractales, tu l'expliqueras mieux que moi. C'est un rendu mathématique, c'est une fonction mathématique tout simplement. Qui se répète pour chaque pixel. Et ses formes, c'est souvent des espèces de spirales. Pour chaque pixel, ça donne une couleur et voilà. Ça, et donc, mais les mathématiques sont belles des fois. Oui, c'est ça. C'est qui a créé ça et c'est lui qui a réussi à démontrer que les mathématiques pouvaient être belles et naturelles parce qu'on trouve ça aussi. Mais il y a ce truc, tu disais au début, je crois, le côté ésotérique. Quand je disais cryptique, tu disais ésotérique. Il y a pour moi dans la démo, dans les fractales et tout ça, il y a ce côté presque magique des maths et de tout ce qui tourne autour, mais que tu peux constater. C'est-à-dire que plus tu es fort en maths et plus tu es capable de faire des belles démos en fait. C'est directement lié. Oui, parce qu'en fait maintenant il y a quand même une barrière technologique qui est très élevée. D'ailleurs, on va peut-être en parler. C'est comment faire de la démo. Est-ce que c'est facile ou pas? Tu peux faire une démo très simple, ça tout le monde peut le faire. C'est pas plus difficile que de faire un jeu, voilà. Mais par contre,
pour faire vraiment un truc qui est très très beau et très élevé techniquement, c'est-à-dire un truc dans un tout petit exécutable qui va faire un truc de ouf. Là, il faut de l'expérience, il faut des connaissances en maths, en compression, etc. Donc, Quelles sont les contraintes techniques qui sont imposées alors pour faire il n'y a pas de contraintes techniques à proprement parler, mais après ça dépend de dans quelle catégorie tu fais ta démo, parce qu'il y a des catégories maintenant vu qu'il y a des compétitions. Il y a des catégories. Comme la boxe, quoi. Voilà, ouais, exactement. La catégorie 4 kilooctets, 64 kilooctets, et catégorie démo pure, et donc en fait là t'as pas de limite. Si tu as une limite de temps, maintenant je crois que c'est 5-6 minutes, parce qu'avant il y en a qui faisaient des démos de 25 minutes, donc s'il vous plaît, quoi. C'est joli, mais bon. Voilà, donc, Et ça pouvait être embêtant, ces démos longues, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Il y a, dans la démo scène, il y a quelque chose de très important, c'est les démos parties. Oui, Où donc les démos makers et tout ça se réunissent. Ouais. Et c'est des compétitions, entre guillemets, on diffuse en tous les cas. Au début, c'est pareil, c'est historiquement, d'abord, ça devait être des copies parties, c'est Ouais. donc là où tu étais allé pour copier tes jeux et tout, donc avec les descentes de flics qui arrivaient et tout. Non mais c'est vrai que copy party et en fait le C on l'a souvent repris pour faire coding party. D'accord. Donc Et donc, c'était en fait, ambigu ça entre s'est les deux. transformé, et du coup, effectivement, les mecs qui faisaient les démos, on va mettre un écran, puis on va regarder tous ensemble voilà, ce qu'ils ont fait. Et en fait, au final, très rapidement, il y a eu des compétitions. Genre, vous présentez vos démos, et puis vous gagnez un jeu ou un truc comme ça. Et donc, du coup, comme après, il y a eu là, maintenant, à l'heure actuelle, il y a des démos sur PC, il y a des démos qui sont limitées en taille. Et puis après, il y a des graphistes, ils font pas de démos. Ils se sont dit, moi, j'aimerais bien présenter des graphistes, on est tous des graphistes. Donc, il y a des compétitions de graphisme, des compétitions de photos, des compétitions de musique, plein de choses, en fait. Donc, il y a eu des compétitions de lancer de disquettes, de disques durs. Après, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup dans la démo scène. On parlera peut-être dans quelques minutes de la différence entre la démo scène originelle et celle aujourd'hui, parce que quand Cyril a dit qu'il faut s'y connaître en mathématiques, en fait, c'est surtout la démo scène, je trouve, moderne où on en a besoin. Parce qu'en fait, celle de base, à l'origine, c'est surtout connaître le hard de la machine. Et essayer même de trouver des choses dont le concepteur de hard de la machine n'avait pas conscience. C'est pour ça qu'en fait, il y a toujours plusieurs mouvements, parce qu'il y a toujours des hackers qui utilisent les vieilles machines pour faire des démos dessus. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette volonté de la démocène de s'étendre en fait au niveau des plateformes. C'est pas juste les micro-ordinateurs qui ont droit à la démo, c'est aussi les consoles. Ouais. On peut trouver des démos sur ColecoVision, sur Game Boy, sur Mega Drive, sur Dreamcast. Voilà. Mais on peut trouver aussi des démos sur des plateformes qui ne sont pas du tout ni des consoles ni des ordinateurs. On peut trouver des démos sur oscilloscope, on peut trouver des démos sur des machines enregistreuses de supermarché, par exemple, sur des calculatrices, et ça c'est très impressionnant. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à faire une démo sur un matériel où le développement est dur, il gagne des points. Ouais. Voilà. Moi j'ai envie de faire des démos sur les croix de pharmacie en fait. Oui, mais vraiment. Mais on va effectivement parler juste après une petite vidéo, on va parler un peu de la démo aujourd'hui, de ce que tu disais comparé à la démo d'hier. Avant ça, on va regarder un clip en fait. C'est un clip vidéo. C'est un clip qui, pour le coup, qui est réalisé par un groupe de démos qui s'appelle, si je ne me trompe pas, United Force, et qui en fait a fait des démos avec un groupe de musique qui s'appelle Rainbow Clash. Et à un moment, je sais pas si c'est un groupe ou un musicien, mais en tout cas, il a fait une musique, il a dit est-ce que tu veux faire mon clip? Et là, par contre, il l'a pas fait en démo en temps réel, il l'a fait avec des outils traditionnels, je pense, de trucage vidéo. Mais par contre, c'est un esthétique très démo. D'accord, mais on regarde ça tout de suite.
On va parler un peu maintenant de la démo aujourd'hui. Aymeric, toi, tu te posais une question pendant ce clip. Tu disais tout à l'heure que la démocine, enfin les gens qui peuplent la démocine restaient souvent entre eux. Est-ce qu'avec l'arrivée d'Internet, donc cet accès au savoir, cet accès à au savoir de la programmation, ça n'a pas intéressé un grand nombre de gens à ce genre de choses? En fait, pas tant que ça. C'est l'inverse. Parce qu'en fait, à l'époque, t'achetais un ordinateur, tu pouvais directement programmer dessus. Et tu pouvais faire que ça, puisque tu n'avais pas Internet. Donc, soit tu jouais, soit tu programmais. Et donc, très rapidement, quand t'es gamin, tu fais ouais, super, je peux afficher un truc, ouais, super, je peux afficher 2 trucs et tout. Maintenant, t'achètes un ordinateur, t'as pas d'outil pour programmer avec. C'est vraiment l'équivalent du mec qui disait moi petit, je jouais avec un cerceau et un bâton. C'est ça. J'avais des jouets en bois, donc il fallait faire preuve d'imagination. Je pense qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'en fait, c'est le problème qu'on essaye de résoudre là, dans cette émission. C'est un problème en fait pédagogique. C'est comment expliquer à quelqu'un ce que c'est une démo, pourquoi il y a une communauté qui fait des démos, pourquoi ils font ça. Enfin, les gens, quand souvent des élèves leur montrent des démos, ils voient le haut niveau technique de la démo, ils se demandent mais les gens ils font ça gratuitement. Et mes élèves ils deviennent fous, ils font mais. Justement, j'ai l'impression que la génération juste en dessous de moi s'intéresse énormément à la programmation. Il va y avoir énormément de programmeurs. Ils vont faire des jeux. Des jeux, pas de démos. Des jeux sur mobile. Commencez pas par des démos. Mais non, parce que non, mais attends. Non mais c'est vrai. C'est aussi ce qui peut expliquer. On n'a vraiment jamais réussi à expliquer ça. Mais pourquoi les démos c'est surtout européen et pas américain? C'est parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de démos. Je peux tenter d'expliquer. J'aimerais Je peux tenter que ce soit d'expliquer expliqué dans cette émission. Si on regarde voilà les 3 gros territoires, si on regarde en fait la diffusion de 3 gros territoires, tu dis le États-Unis, Japon, Europe et Japon. Occident, il y a des grosses différences. Hein. Alors déjà, on regarde ce que produisaient les gens qu'on disait amateurs. On constate qu'au Japon, il y a beaucoup plus de jeux vidéo. En amateur, qui sont produits, hein, beaucoup qu'on ne connaît pas. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus en fait de tools d'utilitaires. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, le phénomène du shareware, c'est-à-dire à partir d'un, c'est vraiment américain. Ils sont vraiment sur la monétisation. En Europe, on a plus une vieille culture et on a beaucoup de culture artistique. Et je pense que ça a beaucoup influencé en fait la démocène. D'accord. Ah. Et c'est vraiment, on voit vraiment que c'est la culture qui va influencer la production en fait de software sur les territoires. Ils ont lancé quelques démos parties aux États-Unis et en fait, ce qu'on me disait quand j'y suis allé, c'était oui, mais en fait, les Américains comprennent pas parce qu'ils disent effectivement, mais vous faites ça gratuitement. Oui, c'est pas d'intérêt. Vas-y. Mais donc, on a bien compris que c'est un esprit un petit peu particulier. Tout à l'heure, tu parlais des valeurs, bière, saucisse, tout ça. Là, on était en train de parler éventuellement d'accessibilité à cette communauté, essayer de rentrer. Du coup, ça amène à une question. Manifestement, c'est une communauté un petit peu fermée. Il y a, en termes de parité, il y a des femmes, en fait. Très peu. Alors, moi, je citerai un exemple parce que comment rentrer dans la démocène? Voilà, on peut donner la solution. Moi, j'ai une amie qui, un jour, elle décide d'aller à une démo party. Elle est graphiste de base. Et puis, voilà, elle commence à montrer ses dessins, elle commence à parler avec les gens. Puis, au bout d'un moment, il y a un groupe qui lui dit, viens, on intègre un groupe, on va te... Voilà. Donc, finalement, c'est à la fois difficile de rentrer, mais pas tant que ça. Il faut juste essayer de se déplacer, de venir avec de la des créations. Si t'as envie de faire un truc et que tu vas en démo party, tu seras toujours bien acquis. C'est pas nécessairement la démo qui vient à toi, mais si tu y vas... Et au niveau parité, il y a beaucoup plus de filles qu'avant, effectivement, dans le monde de la démo. Et ça, c'est lié aussi au fait... c'est toutes les histoires de... En fait, il n'y a eu que des hommes dans les années 80-90 sur informatique, parce que les ordinateurs personnels étaient marketés pour les garçons. Et donc, du coup, les filles se sont auto-exclues de l'informatique et des études d'informatique. On les a aidés à être... C'est la société. Non, elles se sont C'est la auto-exclues. société qui les a aidés un peu. Oui, la société les a aidées, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont arrivées déjà, elles disaient, je vais pas être forte en informatique, ce qui est faux, les filles sont très fortes en informatique, en programmation. Et en plus, elles arrivaient au moment de faire des études, et les garçons, eux, ils avaient un background de programmation déjà, qu'elles n'avaient pas, donc il n'y avait pas le même niveau. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on constate que c'est en train de changer un petit peu, c'est ce que tu dis, c'est ça, plus d'accord. Ça ne peut que s'améliorer. Tant mieux. Mais c'est bien, il faut des filles. Mais les démos parties, souvent, pendant longtemps, c'était entrée gratuite pour les filles.
Je Oui, connais pas comme les parce boîtes. que j'en D'accord, annonçais ok. souvent dans The Place to Be. Ouais. Et Tout à souvent, fait. je manquais pas de dire entrée c'est gratuite d'accord. pour les Et filles. d'ailleurs, c'est un débat, hein, c'est un débat actuel qui se poursuit entre bientôt il y a la VIP, donc il y a une démo partie du côté de Lyon en juin, si je me trompe pas. Et c'est un débat qu'ils ont eu les organisateurs. C'est pourquoi ça serait gratuit, parce que de toute façon elles viennent, elles sont intéressées par le. C'est à la base. Moi, je pense que la gratuité pour les filles, c'était surtout pour les petites copines. Et le petit copain qui avait envie quand même de l'emmener, mais sans dépenser des sous, pour lui montrer ce qu'il faisait dans ses plaisirs. Attends, mais les démos parties, c'est cher. Hein. Mais oui, ça c'est peut très être cher. ça Mais peut être cher. donnez-nous un petit peu un ordre de. C'est toi qui allais t'es allé à la révision la dernière hein Ouais, La révision, je crois que c'est particulièrement cher. ouais, ah oui, alors là, je me souviens plus parce que j'essaye d'oublier. Mais en gros, ouais, c'est pour les 3 jours, ouais. Bon, on a un petit peu dévié, mais c'était intéressant. Là, tu parlais tout à l'heure de la culture qui influence la démo. J'aimerais me demander si la démo peut influencer la culture. On voit là que dans le clip qu'on a montré tout à l'heure, tu dis il y a un feeling démo. Ça n'a pas été fait comme une démo, mais on y retrouve quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui est assez évident, mais c'est le fait que énormément d'acteurs du jeu vidéo aujourd'hui viennent de la démo sim. Alors, avant de parler du jeu vidéo, Avant même de parler, qui est vraiment en fait la chose tellement évidente que tellement de démo makers dans le monde du jeu vidéo, moi je dirais qu'il y a aussi beaucoup de graphistes et de démo makers qui sont partis dans le cinéma, qui sont partis dans la télé pour les habillages. Et donc on retrouve beaucoup en fait de techniques de la démo et d'esthétique de la démo dans ces milieux-là. D'accord. Avant le jeu même vidéo. que- Et avant le quand jeu, j'ai ouais. vu, moi là par exemple, je me souviens, si je me trompe pas, hein, dites-moi si j'ai faux, les premiers films, l'époque Spider-Man au cinéma. Où on voit les intros de films avec des incrustations 3D, tout ça qui commence à arriver. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais ça vient de la démo, quoi. C'est clairement des Il y a gens un qui. métier qui s'est créé, c'est motion designer, donc c'est de faire les habillages et tout. Ça, c'est clairement un métier qui pourrait, qui vient, c'est pas des démocéneurs qui viennent de là, mais c'est la même chose. quoi. C'est lié, ouais. C'est très très lié. Mais j'aimerais qu'on parle 2 secondes quand même du jeu Oui, vidéo, oui, parce oui, que oui. je me Le jeu demande, vidéo. je suis pas sûr que tout le monde se rende bien compte à quel point certains gros acteurs du jeu vidéo viennent de là. Les démocénaires Si des t'as années des exemples, 80-90, par exemple, ils ont tous 40-50 balais, donc Ouais. ils sont forcément Au bout d'un moment, il va leur falloir un travail. Voilà. Non, mais il y en a qui sont partis très tôt dans le jeu vidéo et qui ont du coup des postes très importants. On en a Qu'est-ce qu'on reçu pourrait un citer, ici, c'est Christophe Balestra. Balestra, ouais. Donc, qui est co-président de Naughty Dog et qui est donc, tu le connais, c'est Oui, on Oxbab. l'avait rencontré à l'époque. C'est Oxbab, du Allez. groupe, Alors, on avait 16-17 ans et on parlait On de s'est moteur rencontrés en 3D. démo party, Ouais, hein, on s'est rencontrés en démo party avec Christophe Balestra. Et les grands sujets de discussion, c'était mais comment vous faites de la 3D aussi rapide sur Atari ST? Lui, il était sur Amiga. Et voilà, c'était. On était tous. Le milieu était très petit, encore plus qu'aujourd'hui. Alors, moi, je donnerai un exemple qui vraiment parlera aux gens. C'est quand on prend Uncharted 3, le fait qu'il n'y ait pas de chargement. Ça vient tout à fait du monde de la démo, c'est ce qu'on appelait le track loading. Si tu peux expliquer peut-être. C'est tout simplement charger le jeu charger des données pendant que c'est en train de tourner. La démo elle tourne et en fait tu continues à charger. C'est ce qui a d'ailleurs c'est comme ça que les premières vraies démos se sont créées au lieu d'avoir une succession d'effets d'écran avec des loadings au milieu. Comme un jeu. Les mecs, c'est Scoopex qui avait fait ça en premier. tout à fait. Ils ont fait une démo où en fait d'ailleurs ça commence c'est This is not a fucking méga démo et c'est Scoopex démo. Et en fait du coup t'as les effets qui s'enchaînent. Et tu dis comment ils ont fait, si t'écoutes en fait tu entends la guitare disquette qui fait tchouk 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 et qui charge en fait derrière. Montage de fond, voilà. Et en fait effectivement dans les jeux c'est très peu fait mais c'est comme ça que. Et c'est typiquement le genre de savoir qui n'est pas enseigné en école et qui persiste par les démo makers qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Mais moi j'avais demandé à un gars qui est démocénaire chez Cocoon, le codeur, je lui ai dit mais tu bosses dans une boîte de jeux vidéo? Il m'a dit oui. Je dis alors c'est quoi la proportion? Il m'a dit c'est environ 30% de gens qui viennent de la démocénaire. Et en sachant que donc moi j'ai potassé, donc j'ai trouvé des exemples. Donc on a parlé de El Mobo. Il y a Audio Monster qui est aussi un gros musicien Amiga qui a fait des musiques de jeux. Et qui a fait des musiques aussi de Metal Hurlant Chronicles, je crois, pour nous, pour la série qu'on a passée. Il y avait Tim Moss
Mannequin de Lost Boys sur Atari ST, qui est directeur du studio Santa Monica. Là, il de est Sony. parti, mais c'est lui qui a fait qui a travaillé sur les moteurs de God of War 1, 2, 3. Donc, Il est parti. il est parti à Riot. Il y a des Je studios pense que entiers qui Riot sont. va annoncer pas mal de jeux dans les semaines à venir. Scoop. Il y a des studios entiers qui sont fondés sur d'anciennes teams, Remedy, voilà. par exemple, un Quantum Break, Dice Dice. Donc voilà, il y a une. D'ailleurs, si vous visitez Dice un jour, ils ont des Commodore 64 dans certains bureaux à côté du PC. Qui est un grand musicien aussi, qui vient du monde de la démo. Ah, d'accord. Donc, et bon, c'est pas étonnant, hein, c'est même assez évident, hein, comme tu le disais, de partir de la démo pour aller aux jeux vidéo. finalement. C'est pas déconnant surtout, mais il y a plein de gens qui sont pas partis dans le jeu vidéo. Il y a des gens, lui c'était un méga musicien et tout, maintenant il travaille dans une boîte qui fait. Non mais c'est un mec, ils font de la poste, tu vois. Genre, t'es là, c'est un transporteur. C'est un peu triste, mais en même temps voilà, tout le monde a sa vie. Il y a un petit côté identité secrète, la nuit il revêt son costume de En fait, démon. non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le jeu vidéo est quand même un milieu qui est assez difficile à pénétrer en tant que pour avoir trouvé du boulot. Et en fait, à l'époque de l'Amiga et du PC, dans les années 90, les gens comme Ubisoft et tout, quand ils ont cherché des gens qui étaient spécialisés en 3D, ils faisaient le tour de démo parties. Et donc du coup, il y a des gens qui étaient intéressés et d'autres qui disaient non. Electronic Arts aussi, Il y a des gens des chasseurs de tête dans les démos parties, comme t'en vois pendant les matchs de foot. T'es éditeur de jeux vidéo, tu sais pas faire de 3D. Il y a une console, Sony te contacte, il y a une console qui s'appelle la PlayStation qui va faire de la 3D. On sait pas faire. Déjà. Et tu transpires et tu dis on va chercher les gens qui savent faire, tu vois. Bien sûr. Ok, est-ce qu'on peut se demander un petit peu maintenant qu'est-ce que l'avenir peut réserver à la démo qu'est-ce que déjà, en règle générale, le progrès technique, etc., peut amener à la démo? On sait pas parce qu'en fait on est toujours surpris par les démos qui sortent. C'est C'est-à-dire que c'est le principe. Ouais. Mais par exemple, à la fin des années 90, moi j'avais un petit peu lâché l'affaire parce que bon, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Les groupes devenaient de moins en moins actifs parce que les gens commencent à avoir une famille, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un groupe qui s'appelle Farbroche qui sort une démo en 64K, donc t'as jamais vu ça, un tout petit exécutable avec une démo qui dure 10 minutes. Et ça a relancé en fait toute la démo. C'est devenu maintenant quelque chose Les d'assez techniques procédurales, de génération de procédurale, au début des années 2000, ont en fait bouleversé la scène. Parce que elle était un peu en train de fatiguer, fin des années 90, parce qu'on faisait des démos avec des PC qui avaient des cartes 3D super puissantes, et on n'arrivait plus humainement à savoir si c'était mieux techniquement ou pas, parce que derrière, le truc qui tournait était tellement puissant. Et c'est pour ça que, comme dans beaucoup d'art, la contrainte par la taille, qui est une des contraintes de la démo scène moderne, elle est arrivée. Brute de l'exécutable, et là, Farbroche, quand ils sont arrivés, ils ont montré ce qui va au-delà du compactage. Ce qu'on appelle aujourd'hui compactage, quand on compacte avec WinRAR, Zip et compagnie, mais en fait, eux, ils sont carrément allés transformer des objets 3D, des textures en formules mathématiques, avec des outils. Donc on peut pas aller au-delà de ça. Et pendant que la démo se charge, quand on a cliqué dessus, en fait, ils régénèrent ce qui avait été créé auparavant. Donc c'est pour ça que ces démos-là, quand tu les lances, tu as une barre de progression qui dure, qui peut durer très longtemps. Qui est célèbre, suivant la puissance de votre CPU. Pardon. Il y a une démo d'ailleurs où c'est juste une barre de progression. Mais voilà, et tout ça, c'est des techniques. Alors quand tu parlais du rapport avec le jeu vidéo je pense qu'il y a certaines techniques dans le jeu vidéo qui sont en avance par rapport à la démoscène, mais la démoscène a quand même été en avance sur plein d'autres choses, dont le procédural, où nous on s'émerveille sur un No Man's Sky, et en fait depuis le début des années 2000 on fait des choses comme ça dans le monde de la démo. Donc c'est très... Alors après, est-ce que ça va continuer ou pas, parce que bon, la scène vieillit quoi. Oui, et puis c'est toujours ces scènes qui sont un petit peu, qui sont underground, enfin il y a toujours la question qui se pose de quand ça s'ouvre, est-ce que ça meurt pas un petit peu parfois? Tu sais, quand tu parles d'underground, ils ont envie de s'ouvrir. Parce qu'en fait, finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut aussi. Ce qui est sûr, c'est que si ça s'ouvre pas, ça va mourir. Non, mais en fait, le truc, c'est même pas ça. C'est que, ils ont jamais cherché à s'ouvrir parce qu'on dit qu'ils sont underground maintenant, mais en fait, ils l'ont toujours été. C'est juste que l'informatique était underground aussi au début. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, tout le monde a vu une démo, une crack trop ou un truc comme ça, parce qu'on était très peu à avoir des ordinateurs. Enfin, les jeux, ça se vendait à 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires, tu vois. Et en fait, maintenant tout le monde a un PC ou une console ou un smartphone, tu vois. Bon, finalement, les gens sont restés les mêmes, donc, mais ça a beaucoup grossi le milieu informatique. Et du coup, on dit qu'ils sont underground. Mais en fait, eux, ils ont toujours été dans la même communauté. Donc, du coup, pour eux, c'est quoi l'intérêt d'aller chercher les autres? Si ce n'est que parfois, il y a une démo qui est très, très impressionnante et les gens se la passent sur Twitter, Facebook, regarde ça tue et tout. Bon, après, ils ont plutôt tendance à les regarder sur YouTube parce qu'il faut avoir la machine pour regarder. Ce qui amène la question, est-ce qu'on regarde vraiment une démo quand on regarde une vidéo de démo? La réponse, c'est non.
Parce que c'est comme quand tu vas à un concert ou que tu écoutes un enregistrement de concert. Ouais. Voilà, donc Oui, c'est c'est plus. ça. Mais c'est presque dans la tête, hein, parce que tu peux avoir des vidéos qui sont de très bonne qualité, donc c'est que tu la regardes sur une machine ou pas. Mais enfin, c'est la même chose que par exemple avoir la vraie console ou avoir l'émulation. Voilà, est-ce qu'un jeu d'arcade, tu as plus envie de jouer sur la borne d'arcade ou sur un émulateur PC? Quand on parle de la démo, l'objet démo, c'est pas le résultat qu'on voit à l'écran, c'est avant tout l'exécutable qui rend ce résultat possible. Et parfois, c'est vraiment galère de faire tourner les démos, donc tu vas plutôt aller sur YouTube. Quand c'est les plus vieilles, c'est vraiment galère. Alors, il y avait plein de questions qu'on aurait pu poser. J'aurais notamment aimé vous demander pourquoi tous les groupes, toutes les teams de démo ont des noms de boîtes du sud de la France. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de plonger profondément dans ce genre de questions. Mais j'aimerais, avant qu'on ne se sépare aujourd'hui, vous demander à chacun d'entre vous, est-ce qu'il y a une démo qui vous a particulièrement marqué? Que ce soit parce qu'elle vous a amené à la démo ou parce que vous avez été impressionné en la voyant à l'époque où elle est sortie. Toi, Cyril, est-ce qu'il y a une démo que tu pourrais sortir comme ça de ton chapeau? Il y a beaucoup de démos, enfin énormément de démos qui m'ont impressionné. Alors je vais prendre la dernière qui m'a impressionné, c'est WiiWare d'un groupe qui s'appelle Oxygène, un vieux groupe, là où il y avait Oxbab d'ailleurs, mais c'est pas lui. Boîte du sud de la France. En fait, c'est ce gars qui s'appelle Léonard et qui comme le génie, hein, vraiment, c'est lui. Et en fait, il y a peu de temps, il s'est dit tiens, je vais faire une démo sur Atari STE, je vais faire des trucs qui n'ont jamais été faits. Et il a fait des trucs qui n'ont jamais été faits encore, quoi, en 2015, quoi. Il a gagné un prix d'ailleurs pour ça. Et je trouvais que ça tuait, qu'il avait fait un super boulot. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est pour dire à quel point c'est compliqué maintenant de faire des démos quand tu as un certain âge. C'est qu'il s'est excusé auprès de sa femme, il a dit je suis désolé. Dans le générique, il a dit merci à ma femme d'avoir compris pourquoi pendant 3 mois j'étais pas là. Voilà, parce que toutes les nuits il était dessus. Ouais. D'accord. Voilà. Et toi, Douglas? Moi, je dirais que c'est certainement ce qui m'a le plus impressionné. C'est pas vraiment une démo, c'est peut-être la première crack throw que j'ai vue et que j'ai regardé. Hein, j'ai pas skippé comme d'habitude, je le faisais. J'ai regardé, j'ai fait la musique, elle est sympa. Les graphismes, il y a du style et tout. Et puis j'appuie sur la barre d'espace pour voir le jeu qui était derrière. Puis je vois le jeu en 12 images secondes avec un gameplay tout pourri et je me dis. Je crois que je vais me revoir l'intro du. On va avoir regardé les jeux juste pour avoir au début. Et donc finalement, c'est là que tu t'es dit c'est peut-être plus intéressant ce que j'ai vu avant. Elle était plus belle. C'est surtout qu'après tu te dis je vais essayer de le refaire. Ouais, bien sûr. C'est là moi j'ai commencé un peu à hacker sur Atari ST, à changer les textes des démos. Je faisais des démos par exemple où je mettais un petit texte pour l'anniversaire d'un ami. Donc je prenais, je faisais des choses comme ça et c'était drôle de s'y mettre. Et à cette époque-là, quand on découvre comment une crack throw est faite, comment le jeu il est structuré et tout ça, tu deviens curieux, tu as envie d'aller plus loin, de savoir comment c'est fait. Je dois juste signaler quelque chose parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il faut vraiment le dire. Il y a des communautés en ligne de démoscènes, notamment Poète, etc. Mais c'est pas significatif par rapport à ce que on peut avoir en vraie démo party. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en démo party et qui sont pas sur le net. D'accord. Et inversement, sur le net, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui commentent. D'ailleurs, on peut noter les démos, mettre des commentaires. Et en fait, c'est pas forcément les gens qu'on va avoir en démo party. Donc le ressenti est vraiment différent. Donc c'est pour ça que quand on s'intéresse à ça et qu'on veut vraiment, il y en a souvent un peu partout en France, en Allemagne, etc. Pourquoi pas aller voir et puis rencontrer des gens. Ça vaut vraiment. D'aller dans une démo party. Et il vaut, même mieux que d'essayer d'aller sur certains sites. Où il y a des gens qui vont parfois critiquer les démos, les trucs comme ça. Bon, il y a des dramas en ligne, comme beaucoup. Voilà. C'est un peu la même chose que, par exemple, aller sur Twitter et aller boire un coup avec ses potes. Tu vois, c'est très différent. Ah oui. Ils sont beaucoup plus sympas en vrai, les démos makers. Ok, comme ça, on est au courant. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, toi, Cyril, t'es pas venu de très loin, mais c'est quand même cool d'être venu participer à cette émission. Merci beaucoup à toi, Douglas, d'avoir été là. Merci à vous deux, comme d'habitude, fidèle au poste, c'est magnifique. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, évidemment, pour un nouvel Hebdo Géo.